Et moi, je pense qu'une des solutions, on en reparlera sûrement, c'est peut-être être dans quelque chose de plus collectif, en fait. Donc voilà, on en reparlera au fur et à mesure du débat, mais je te laisse poser les jalons. Alors, je pense qu'on va partir sur déjà ces pistes que vous avez lancées, voir s'il y a des réactions dans la salle et les premières questions suite à vos interventions. Alors, nous sommes aussi en direct. David Dufresne, qui est parmi nous, qui est le réalisateur d'un pays qui se tient sage, filme cet échange. Et nous sommes en direct sur Twitch. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Et il y aura peut-être des questions des spectateurs de Twitch, hein, de la chaîne. Donc on verra ça aussi. Alors n'hésitez pas, vous pouvez euh, témoigner, questionner. Serge Lama et Olivier Tesquet sont là. Allô, allô. Bonjour. Dans la datation on va dire de la structuration de la contenance policière, j'ai envie de citer le blocage de la CGT sur le pont d'Austerlitz. J'ai plus la date précise, mais c'était pas la circonstance des attentats, et c'était avant les Gilets jaunes, et ça a été un blocage justement peut-être d'une structure qui permet de rester collectif. Voilà, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi ça me paraît être une date importante dans la gestion des manifestations par la police. Voilà. Je ne me rappelle pas spécialement, mais effectivement, vous avez pas mal d'événements qui ont préparé le terrain, notamment sur les manifestations. Vous vous rappelez peut-être pendant l'état d'urgence sécuritaire, vous aviez une manifestation à Bastille contre la loi, les ordonnances El Khomri, c'est ça? La loi travail. Ouais. Et finalement, la manifestation a eu lieu autour du bassin de l'Arsenal, avec des contrôles d'accès, des sacs, etc. Enfin, qui est un modèle purement état d'urgence. C'était pas une manif, c'était une fan zone. C'était une fan zone, voilà, c'est la manif fan zone, et donc, finalement c'est un modèle. On en reparlera peut-être aussi, il y a d'autres, par exemple, on en parlait tout à l'heure, les supporters de foot, on n'en parle jamais, mais le modèle sécuritaire de contrôle de l'entrée dans les stades, de passe finalement, de vérification sur des fichiers, si oui ou non la personne est interdite de stade ou pas, c'est des supporters, hein, de dissolution de groupe, etc. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on ignore totalement, qui n'intéressent pas tellement les gens, mais finalement, là, il y a eu un laboratoire de sécurité. Et donc, la répression syndicale, effectivement, je pense que ça en fait partie aussi de choses qu'on a pu voir monter depuis pas mal d'années et qui se cristallisent aujourd'hui dans l'affaiblissement des contre-pouvoirs. Il y a de toute façon une forme de continuité. C'est vrai que c'est pour ça que je suis très content que David soit là, parce que on a un lien quand même entre tout ce qu'on vient de décrire, ce tableau assez désespérant à bien des égards, et puis ce qu'on observe aussi dans le maintien de l'ordre, dans la façon dont les rapports se distendent entre la police et sa population, parce qu'il y a des points communs. Moi, ce qui me frappe notamment dans la gestion du maintien de l'ordre et dans la façon dont on déploie par exemple un certain nombre d'outils et de dispositifs dans l'espace public pour contrôler la circulation des individus, d'une manière assez générale aujourd'hui, c'est la mise à distance du corps de l'autre, qui devient du coup le corps de l'ennemi par la force des choses. Donc ça vaut aussi bien en manif par l'utilisation des LBD, des grenades et de ce genre de choses, d'armes mutilantes, des armes de guerre, et de l'autre l'utilisation d'un certain nombre d'outils technologiques. Là je pense aux drones, mais on peut aussi penser à la vidéosurveillance, qui est de plus en plus automatisée, en attendant peut-être demain la reconnaissance faciale, et où là aussi il y a cette idée de piloter quelque part la ville depuis des centres de supervision urbains, où on a des écrans avec des agents de police qui regardent ce qui se passe sur les caméras. Donc je crois que le point commun, effectivement, et ce qui empêche précisément de faire collectif, c'est qu'il y a cette volonté de mettre à distance le corps de l'autre et de séparer les corps les uns des autres. Et sur le maintien de l'ordre, parce que vous parliez tout à l'heure de cet exemple de la CGT sur le pont d'Austerlitz, moi j'avais été très frappé aussi par la façon dont s'était déroulé le défilé du 1er mai en 2016, pendant justement les manifestations autour de la loi travail, où c'était la première fois qu'un défilé du 1er mai, qui est toujours un moment très symbolique, où il y avait des personnes âgées, il y avait des enfants,
et s'est retrouvé nassé, scindé en plusieurs morceaux. Alors à l'époque, c'était pas encore Didier Lallemand qui était préfet de police, mais on avait déjà ce type de technique qui se mettait en œuvre, et on voyait déjà cette volonté de fracturer le cortège, en l'occurrence, pour empêcher les gens de faire corps les uns avec les autres. Et ça, c'est un élément qui me semble assez crucial, et qu'on retrouve aussi bien dans l'expression du mécontentement ou de revendication dans la rue, et qu'on retrouve aussi dans la manière dont nos vies sont ordonnées de manière un peu plus générale, particulièrement dans ces moments de crise. Et Serge a raison de souligner qu'aujourd'hui c'est une crise sanitaire, demain ce sera probablement une autre crise, parce que de toute façon l'exception se nourrit de cette exception performative et permanente. Hein. C'est ce que disait déjà Carl Schmitt, qui avait un peu conceptualisé justement ces exceptions, qui était quand même un juriste qui, sans vouloir faire de point Godwin trop facile, a ensuite été largement récupéré par le parti nazi, et qui a posé les jalons de tout un tas de gouvernements illibéraux qu'on voit aujourd'hui, y compris en Europe. Hein. La Pologne ou la Hongrie sont d'assez bons exemples, et lui, son idée, c'était justement de pouvoir créer ce schéma d'exception permanente qui permet de s'extraire définitivement de ce qui serait les contingences du droit commun, et donc de l'état de droit, dans la force des choses. Et avec, je sais pas, une sorte, j'ai pas bien compris là, ton histoire, parce que moi je vois qu'au contraire, c'est une... Non, je t'ai vu. Là, je comprends plus là, ton histoire là, d'illusion démocratique, de contre-feu, de contre-pouvoir. Je vois plus où c'est ça. Quand un gouvernement décide sciemment de mutiler son peuple, c'est-à-dire que ça a été fait sciemment, c'est pas les bavures policières, hein, sur les gilets jaunes, la police était couverte pour faire ça. Les juges, ils ont eu des ordres pour mettre les gens en garde à vue, les mettre en prison, parce que voilà, c'était ça. Maintenant, il y a l'histoire et le contre-feu, je vois pas. Quand tous les médias mainstream ont couvert ça, je veux dire, je vois pas où est ton sorte d'illusion, là. On est encore dans l'illusion démocratique de l'état de droit. On pointe Poutine, on pointe machin, mais ici, voilà, on blesse, on mutile dans la rue, on met les gens sous contrôle, sous prétexte de sanitaire, c'est un contrôle policier de la population. Et moi, je vois plus maintenant cette belle parole là, de la gauche bien pensante, là. Faut un peu faut revenir dans la réalité, là. Je sais pas, là où il faut arrêter de se la raconter, simplement. Voilà. Merci. Peut-être tu as loupé le début du propos, et donc tu as eu du mal à resituer, mais on va resituer. Non, enfin, resituer, ça va être compliqué. Je sors d'un film qui portait sur le Soudan, donc on a touché ce que ça pouvait être une dictature, en vrai. D'ailleurs, on ne serait pas là, hein, on était vraiment dans une dictature. Alors moi, je pense depuis toujours que l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme, c'est une histoire d'un combat, pas une histoire c'est pas quelque chose qui est achevé, en fait. Hein, c'est un processus. On n'est pas dans une démocratie parfaite, loin de ça. La Ve République n'est pas le régime le plus démocratique qu'on puisse imaginer, loin de là. Néanmoins, on est dans une démocratie qui repose sur un certain nombre de principes, et il y a des juges, il y a des contrôles juridictionnels, il y a une société civile, il y a des médias, etc. Donc tout ça est imparfait, et tous les jours, je crois que je forme des étudiants et je mène des combats pour essayer d'améliorer ce système-là, mais on ne peut pas dire que c'est une apparence, etc. Vraiment, si tu n'aimes pas la démocratie, tu testes la dictature, vraiment. Donc, d'accord, ok. Donc, alors, qui est encore à cette démocratie comme une vraie démocratie, comme tu dis, qu'un vrai contre-pouvoir des contre-pouvoirs. C'est une démocratie. C'est illusoire, et on voit qu'il y a une dérive. Si tu ne veux pas la voir, c'est bien. Mais si tu es dans la rue depuis 3 ans et tu te prends les machins, je crois que tu as un autre rapport à la démocratie quand il y a des filles qui t'insultent, qui blessent les gens, qui tirent par les cheveux des femmes, des enfants, des handicapés, et qui sont couverts par l'État, selon démocratie comme tu dis. Et bien voilà, je pense qu'il faut va dans la rue. Alors, attends, parce que là, je ne sais pas d'où tu parles, et je ne sais pas si tu sais d'où parlent les gens ici, mais on va peut-être revenir tranquillement là-dessus. Après, c'est vrai qu'il y a toute une question aujourd'hui qui a été aussi bien pointée dans la situation de la crise sanitaire et la façon dont le gouvernement a réagi. C'est la question de la gouvernance aujourd'hui
de cette démocratie, puisqu'effectivement, là, on a eu une prise de position et de pouvoir du président et qui n'est pas passée par une gouvernance classique. Oui, qui est d'abord un problème général dans la Ve République, d'un régime présidentiel qui est problématique. C'est pas nouveau, il suffit de lire François Mitterrand, le coup d'État permanent, il disait déjà la même chose de De Gaulle. Donc effectivement, il y a effectivement un problème, et je pense que c'est inhérent à la Ve République, au régime que le peuple français a adopté et qu'il faudrait faire évoluer. Et donc, les périodes d'état d'urgence sont des périodes dans lesquelles il y a un renforcement des pouvoirs de l'exécutif, particulièrement des pouvoirs du président de la République et du Premier ministre, et des préfets par voie de conséquence. Et donc, évidemment, dans ces périodes-là, le mode de décision est encore moins démocratique que d'habitude, puisque le Parlement, souvent, n'est consulté que, tu l'as dit tout à l'heure, pour prolonger, pour confirmer les mesures adoptées par l'exécutif. Et on constate que les contre-pouvoirs sont affaiblis, c'est-à-dire les principaux contre-pouvoirs, ils sont juridictionnels. Je pense au Conseil d'État ou au Conseil constitutionnel, et leur contrôle n'est pas toujours satisfaisant. Donc, encore une fois, tout ça est améliorable et perfectible, mais ils existent. On a tout de même l'avantage. Moi, j'ai saisi le juge des référés du Conseil d'État contre l'état d'urgence, et je me suis retrouvé devant un juge, on a discuté pendant plusieurs heures sur l'opportunité ou pas de maintenir l'état d'urgence. Donc voilà, et c'était possible, et les médias étaient présents, et c'était rapporté, etc. Donc voilà, on est heureusement dans ce régime-là. Le problème, c'est que on sait par expérience que dans un régime démocratique, plus les états d'urgence s'installent dans la durée et perdurent, et plus la vivacité de la société, la vivacité démocratique, s'affaiblit. Donc un régime comme la Ve République a un risque de dérive autoritaire, c'est inhérent à ce régime. Et donc tout dépend de la capacité de la société civile à réagir ou pas. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des festivals comme Résistance, par exemple, parce que ça fait partie de la vivacité de notre société démocratique. C'est aussi important d'avoir des médias indépendants, parce que ça permet aussi d'avoir des contre-discours et des contre-pouvoirs. Je voudrais juste ajouter deux choses là-dessus. Tu mentionnais le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je le vois parce que j'ai échangé récemment avec des parlementaires de la majorité qui m'expliquaient, mais regardez, on est dans une démocratie tout à fait fonctionnelle, parce que la preuve, le Conseil constitutionnel a censuré la loi sécurité globale assez largement, ou le Conseil d'État a invalidé un certain nombre de choses, dernière en date le schéma national du maintien de l'ordre, donc un des aveux de plus pour Didier Lallement. On pourrait citer les drones pour prendre un exemple plus récent. Ce que ça démontre aussi, c'est qu'on est dans une démocratie qui n'est pas très fonctionnelle si on est obligé de s'en remettre à ce type de juridiction, qui restent des juridictions politiques. On se le disait tout à l'heure, le Conseil d'État, en ce moment, ils envoient un peu des messages au gouvernement, parce que nous avons toute la réforme autour de l'ENA, et donc ils sont un peu fâchés, et donc les décisions ne vont pas forcément dans le sens du gouvernement. Et on a beaucoup de décisions du Conseil d'État qui viennent un peu embêter, on va dire, embêter la Macronie. Donc on est un peu tributaire comme ça d'une forme d'arbitraire, et ça rejoint un autre élément qui me semble important et qu'on évoquait là aussi tout à l'heure, et je pense que c'est bien de pouvoir le dire ici précisément, parce que c'est aussi la raison d'être de ce festival, c'est que le droit seul ne peut pas tout. Le droit seul n'est pas en mesure, il ne suffit pas d'aller au Conseil d'État, de saisir le Conseil constitutionnel pour se dire « Ah ben non, en fait ce truc est illégal ». Il faut qu'il y ait une masse critique pour que le rapport de force s'inverse et qu'on puisse avoir des résultats et obtenir des choses qui semblent être évidentes. C'est-à-dire que si demain on veut faire interdire le LBD, ce qui me semblerait être la moindre des choses, LBD qui pour l'instant n'a pas été interdit par le Conseil d'État, au contraire d'un certain nombre d'autres choses, donc on voit là aussi pourquoi le Conseil d'État invalide le schéma national du maintien de l'ordre mais n'interdit pas le LBD, pourquoi on autorise à lancer les grenades sous certaines conditions mais pas dans d'autres, alors qu'on sait qu'elles sont utiles de toute façon, parce que ces décisions-là sont des décisions politiques. Et donc il faut arriver à cette masse critique. Et pour arriver à cette masse critique, le droit ne suffit pas, encore une fois, je le répète, et il faut des films, par exemple. Alors, voilà, on citait cet exemple-là tout à l'heure. Serge, raconte, je suis désolé, je spoil un peu notre discussion du déjeuner. Mais tu parlais de l'exemple d'Indigène sur l'indemnisation des tirailleurs, où il a fallu ce film-là, qui soit primé à Cannes, pour que le gouvernement se décide à changer un régime qui était un régime discriminatoire. Peut-être qu'il faudra 10 pays qui se tiennent sages pour qu'on arrive à faire changer les choses sur le maintien de l'ordre ou sur certaines mesures qui sont aujourd'hui des mesures d'exception. Alors, il y avait deux, déjà, peut-être, donc, David, il y avait une question sur la chaîne Twitch.
On a peut-être... Coupe le mien, tu pourras rapporter. Donc c'est J.H. Bonnet qui vous demande à qui profite... On t'entend pas, non, on t'entend pas. Non mais tu pourras la répéter, Ah, pardon. parce que sinon il y a Larsen là je pense. Le micro c'est bon. Donc J.H. Bonnet qui demande à qui profitent ces lois de restriction de liberté. Alors, donc une intervenante qui demande à qui profitent ces lois de réduction Ces lois de de restriction de restriction liberté. des libertés. Quand on nous dit aujourd'hui la sécurité est la première des libertés, hein, qui est cette espèce de mantra qui a été introduit au tout début, la jointure entre les années 70 et les années 80, c'était l'époque où Perfit était en poste et où on discutait de la loi sécurité et liberté justement. Et donc c'est à ce moment-là, c'est devenu d'abord un élément de langage de la droite, puis ça a été récupéré par la gauche dans les années 90 sous Jospin quand ils se sont dit au Parti Socialiste qu'il fallait avoir une position sur la sécurité, et finalement la position sur la sécurité était une position sur la sécurité assez calquée sur les positions de la droite, ce qui explique d'ailleurs pourquoi on a un consensus aujourd'hui. Mais quand on dit la sécurité première des libertés, mais la sécurité de qui? Moi c'est toujours cette question-là, parce qu'on a tout un tas d'élus qui nous expliquent que la sécurité est la condition exclusive de l'exercice de toutes les autres libertés. Je me souviens de Christian Estrosi, fin connaisseur de ce genre de questions, qui nous expliquait que c'était dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bon, ce qui est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le droit à la sûreté. Le droit à la sûreté, c'est le droit d'être protégé contre l'arbitraire de l'État, précisément. À peu près tout l'inverse. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un schéma, dans une démocratie qui est assez dysfonctionnelle. On le voit, on a des institutions qui fonctionnent, on en a d'autres qui fonctionnent beaucoup moins, on a des tensions, on a des frictions, on a des manifestations, on a des choses qui sont dignes d'un régime autoritaire, sur le maintien de l'ordre par exemple. Moi, je trouve ça hallucinant qu'on soit le seul pays d'Europe à utiliser des armes de guerre dans le cadre du maintien de l'ordre. J'ai honte de mon pays dans ce genre de situation. Et à côté de ça, on a du coup un gouvernement, des gouvernements, parce que ce n'est pas l'exclusivité du gouvernement actuel, qui se retrouve à prendre ce genre de mesures, parce que c'est aussi un moyen de finalement conserver ce pouvoir. On a parfois l'impression que tout ce qui reste au pouvoir aujourd'hui, pour continuer à s'exercer de la manière dont il s'exerce, c'est l'exception, et c'est l'exception qui permet ou qui est permise par la force, par la technologie, par des cadres, l'exception pour ce qui est du droit, par des cadres expérimentaux quand on parle des technologies. Et donc, à qui profite le crime, entre guillemets, ou à qui profitent ces discours sécuritaires? Il profite évidemment au pouvoir qui peut garantir la rente comme ça de ce pouvoir, et puis il profite à tout cet écosystème que j'évoquais un peu en propos liminaire, qui est cet écosystème d'entreprises privées qui, elles, ont évidemment tout intérêt à ce qu'on développe ce genre de choses, et qui ont tout intérêt à nourrir ces discours sécuritaires, parce que face au sentiment d'insécurité qui est cette construction politique qu'on observe depuis des années, on va opposer un sentiment de sécurité grâce à un certain nombre d'outils, par exemple, qu'on va déployer. Tu peux nous donner des exemples, parce que je pense que s'il y a bien quelque chose sur lequel on est peut-être moins connaisseur ici, c'est effectivement ce milieu entrepreneurial qui vit aujourd'hui sur le marché de la sécurité. Alors c'est vrai que c'est assez frappant, parce que c'est quelque chose qui se soustrait complètement à l'œil du public, et dont la soustraction à l'œil du public est pensée. C'est-à-dire qu'on est face à des entreprises qui sont des entreprises privées, qui peuvent faire valoir tout un tas de choses, le secret commercial, le secret des affaires, pour qu'on n'évente pas leur petit secret de fabrication. Ce sont des entreprises qui bien souvent arrivent à contourner la commande publique aussi, hein. C'est-à-dire que quand vous voulez enquêter là-dessus, en fait, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'appel d'offres qui a été lancé, donc il n'y a pas de marché public, parce que vous avez des conventions qui sont signées pour des expérimentations, dont certaines d'entre elles sont probablement d'ailleurs assez illégales. La CNIL ou les juridictions administratives interviennent assez souvent en rattrapant les collectivités locales, je pense notamment à celle-là, par le col, en leur disant en fait non, vous ne pouvez pas faire ça. Alors là, j'ai des exemples qui me viennent en tête. La région Sud qui avait voulu installer des portiques de reconnaissance faciale à l'entrée de 2 lycées dans des quartiers populaires à Nice et à Marseille. C'était même pas une convention, c'était un accord de gré à gré qui avait été signé avec une entreprise américaine qui s'appelle Cisco. Une association qui s'appelle la Quadrature du Net a saisi le juge administratif en référé. Le tribunal administratif de Marseille a décrété que c'était illégal. La CNIL a aussi déclaré que ce dispositif était illégal, donc il a été interrompu. À Saint-Étienne, la mairie voulait installer
des micros intelligents dans les rues pour être capable de détecter les sons suspects à travers un consortium d'entreprises dans lesquelles on retrouvait d'ailleurs une vieille connaissance de David qui s'appelle Vernet Caron, qui est l'un des fabricants historiques du flashball. Donc on voit que là aussi il y a une forme de continuité, hein. C'est toujours les entreprises qui hier faisaient du maintien de l'ordre, aujourd'hui font des choses un peu plus liquides, qu'on voit un peu moins dans l'espace public. Là aussi la CNIL a rappelé que c'était illégal. À Valenciennes, vous avez une entreprise chinoise qui s'appelle Huawei, qui a offert tout un tas de caméras flambant neuves qui sont capables de faire de la détection automatique d'images à la municipalité. Au passage, avec un joli conflit d'intérêts, puisque Jean-Louis Borloo siège au conseil d'administration de Huawei France. Jean-Louis Borloo, une personnalité éminente de la ville de Valenciennes, ce qui pose un certain nombre de questions. Et des exemples comme ça, on en a plein. Et on en découvre toutes les semaines, ce qui est un peu le problème. Moi, je fais souvent des demandes d'accès aux documents administratifs à tout un tas de municipalités, des petites, des grosses, ça peut être des métropoles de plusieurs centaines de milliers d'habitants ou des petites sous-préfectures, voire plus petits que ça. Parfois, j'ai des villages de quelques centaines d'habitants. Et assez souvent, on me répond « Ah non, 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 il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas de marché public, il n'y a pas de cahier, des clauses administratives ou des clauses techniques particulières, parce que, en fait, c'est juste une convention qui a été signée comme ça. » Un peu comme à Nice, qui est un exemple assez frappant de justement cette logique techno-sécuritaire, on va dire, à Nice, où vous avez Thales qui a signé une convention avec la ville de Nice pour mettre en place ce qu'on appelle la Safe City, donc la ville sûre, qui est un peu le nouveau paradigme urbain. Vous allez avoir un espace largement vidéosurveillé, avec des capteurs un peu partout, qui vont être capables de détecter des comportements suspects, etc. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, pendant les courts-métrages, il y avait le petit court-métrage sur la vidéosurveillance qui date de 1983. Ouais, le ciel s'est dit. Voilà, et qui était assez, alors à la fois assez drôle, et qui en même temps me terrifiait complètement, parce que le monde vers lequel on se dirige est exactement ce monde-là. C'est-à-dire un monde où vous allez avoir des yeux un peu partout qui sont capables de deviner, d'inférer des comportements, et donc de se dire, tiens, deux corps qui se touchent, c'est le signe de quelque chose, deux corps qui se rapprochent, c'est le signe de quelque chose, une démarche qui est modifiée, c'est aussi le signe de quelque chose. Le problème, ce sont des critères évidemment arbitraires qui sont susceptibles d'entraîner tout un tas de problématiques et de comportements et de décisions qui seront discriminatoires. Et toutes ces décisions-là sont largement, encore une fois, soustraites à l'œil du public. Déjà parce qu'il y a une organisation commerciale de ces entreprises qui fait que c'est assez difficile d'aller glaner des informations, et puis parce qu'ensuite, à l'intérieur de ces entreprises, on vous dit, ah ben non, notre algorithme, c'est la sauce secrète du ketchup Heinz, on ne peut pas vous donner la recette, parce que sinon, on va s'affaiblir par rapport à la concurrence, et donc on se retrouve constamment à devoir essayer de forcer des portes, comme ça, forcer des verrous, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Et je voudrais juste ajouter quelque chose qui me semble assez important. On parle de l'exception depuis tout à l'heure, des régimes d'exception successifs, qui se juxtaposent, qui se superposent dans lesquels on vit. Il y a aussi aujourd'hui un vrai problème avec l'utilisation et l'usage de ces technologies qui se fait dans un cadre très expérimental. Alors là, le meilleur exemple, c'est les drones. C'est-à-dire que les drones, en dotation dans la police et dans la gendarmerie, assez largement utilisés. Alors, on l'a vu à Paris avec Didier Lallemand, mais on n'était pas les seuls. Hein. J'étais à Millau il y a 3 semaines, on me disait que voilà, premier confinement, il y a un drone qui, sur ordre du préfet, a survolé le territoire de la commune. Donc ces drones sont utilisés par Didier Lallemand pour contrôler le respect des règles sanitaires, pour surveiller les manifestations. Le Conseil d'État rend 2 décisions en disant non, Didier Lallemand, vous n'avez pas le droit d'utiliser les drones pour surveiller les manifestations, pour contrôler le respect du confinement. La CNIL lui dit c'est pas possible non plus. Gérald Darmanin et le sanctionne. Alors au passage, Gérald Darmanin demande à la CNIL si c'est possible de ne pas rendre la décision publique, parce que quand même ça le met un peu dans l'embarras, surtout qu'à ce moment-là, on est en train de discuter de la loi sécurité globale, où il y a un chapitre sur les drones, et là, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'en fait, l'utilisation précède le droit. C'est-à-dire qu'on a des outils, des technologies qui sont en dotation, et on a dans le même temps un texte qui est discuté au Parlement, et où du coup la question n'est pas de savoir est-ce que les drones c'est oui ou non, la question c'est juste de savoir de quelle marque vous les voulez, combien vous voulez payer, quelle fonctionnalité vous voulez et à quelle altitude ils volent, à peu près. Et le meilleur exemple de ça, c'est qu'il y a un appel d'offres qui a été lancé par le ministère de l'Intérieur pour des drones, alors que la loi sécurité globale n'était même pas votée. Et ce qui s'est passé, c'est que ce marché a été attribué de manière assez heureuse 15 jours après le vote définitif de la loi sécurité globale. Alors aujourd'hui, ils sont dans une situation un peu compliquée parce que le Conseil constitutionnel a invalidé un certain nombre et a censuré un certain nombre de mesures de la loi sécurité globale, dont les drones. Et donc aujourd'hui, vous avez ce marché public qui a été attribué pour un montant d'à peu près 4 millions d'euros. Et
les drones, ils sont un peu cloués au sol, et les personnels qui ont été formés ne peuvent rien faire, et donc là aussi, on peut se poser des questions sur la manière dont ça se passe. Et les pouvoirs publics ont totalement conscience de cette situation, de cette illégalité organisée. Gérald Darmanin, quand il est auditionné par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la loi sécurité globale, il dit, avec beaucoup de pudeur, le cadre légal sur les drones n'est pas stabilisé. Je me souviens que sur la loi renseignement, Jean-Jacques Urvoas, qui était rapporteur du texte avant qu'il soit garde des Sceaux, nous expliquait que les services de renseignement utilisaient des techniques qui étaient des techniques allégales. Voilà, c'est un peu le même ordre d'idée, c'est-à-dire qu'on est... Il a légalisé, d'ailleurs. Qu'il a légalisé. Et ensuite, c'était un signe de démocratie mature. C'était, regardez, quelle démocratie exemplaire nous sommes, nous venons de légaliser des techniques qui jusqu'ici étaient illégales. Alors, on pourra dire la même chose avec les drones, voir des signes de maturité démocratique dans le fait de légaliser des choses qui sont illégales. Moi, le problème que j'ai, c'est que les expérimentations qu'on mène, ces marchés qui sont noués, ces contrats qui sont accordés, en droit, je ne vois même pas comment c'est possible qu'on puisse commander et lancer des appels d'offres pour des appareils qui ne sont même pas autorisés par la loi. Je ne suis pas spécialiste en droit des marchés publics, mais moi, ça me pose un vrai souci. Et surtout, on se condamne à l'inéluctabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat pour savoir est-ce que cette technologie est compatible avec nos valeurs ou pas. Le débat se résume uniquement à des arbitrages techniques, des arguties un peu sur des choses assez périphériques, mais jamais sur la légitimité en elle-même des technologies. Ça vaut pour les drones aujourd'hui, ça vaudra peut-être pour la reconnaissance faciale demain, parce que si on commence à l'expérimenter comme le souhaite le gouvernement et avec des échéances assez rapprochées, si vous lisez le livre blanc de la sécurité qui a été publié par le ministère de l'Intérieur il y a quelques mois, on vous dit ces technologies, alors la reconnaissance faciale parmi beaucoup d'autres, devra avoir été éprouvée, donc même pas devra être expérimentée, on devra déjà l'avoir testée pour la Coupe du Monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques de 2024. De l'autre côté, on voit que les parlementaires ont pris soin d'éliminer tous les amendements qui touchaient à la reconnaissance faciale dans la loi sécurité globale, en disant « Oulala, c'est compliqué, il faudra un texte dédié, donc non, on ne va pas interdire la reconnaissance faciale dans les drones, on ne va pas interdire la reconnaissance faciale dans les caméras piétons, qui sont certaines des autres dispositions de la loi sécurité globale. Et donc on va avoir un calendrier qui va être extrêmement court, parce qu'en plus là on voit bien, et puis on fait rentrer les nouveaux textes, parce que maintenant voilà, il faut examiner les textes en urgence, pondre des projets de loi sur le pass sanitaire, l'éducation vaccinale, etc. Il y a une élection présidentielle l'année prochaine, et donc on va encore se retrouver à discuter au Parlement à marche forcée de sujets qui sont pourtant des sujets assez cruciaux. Je voyais la petite pétition qui circulait sur la vidéosurveillance. Voilà, à fois. Alors, vous n'avez hélas pas le monopole de la vidéosurveillance. Il y a aujourd'hui un très grand nombre de villes qui s'équipent. Mais ce qu'on observe depuis quelques années, alors la vidéosurveillance, c'est pas nouveau, ça fait depuis les années 90. Le court-métrage qu'on voyait tout à l'heure datait de 1983. On voit que c'était de la science-fiction. C'est un débat. Alors c'était de la science-fiction, mais c'était quand même assez bien vu. Ça commençait à être un peu... C'est Balkany qui a... évidemment, comme de toute façon les municipalités de droite sont quand même assez motrices sur ce genre de choses. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette vidéosurveillance, comme on est dans cette inflation complètement folle, eh ben, on a besoin de l'automatiser. Moi je me souviens, ça m'avait frappé, c'était l'adjointe à la sécurité de Gaudin à Marseille, quand il était encore en poste, et qui me disait, vous comprenez, en fait on a installé tellement de caméras depuis 2011 qu'on n'a plus les capacités humaines pour traiter les images. Donc on a besoin d'automatiser ces caméras pour qu'elles soient capables de détecter des intrusions périmétriques, un dépôt d'ordures sauvages, des comportements suspects. Alors toujours pareil, un comportement suspect, comment un algorithme est capable de détecter, et de faire la différence entre 3 mecs qui sont en train de jouer à la pétanque et 3 mecs qui sont en train de dealer du shit. Déjà pour un être humain c'est pas forcément évident, mais alors pour une machine ça me semble extrêmement difficile. Et donc on a cette délégation de plus en forte, cette automatisation croissante, et donc cette espèce de fuite en avant sans aucun moyen humain derrière pour traiter toutes ces images. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de villes en France. Alors là, le premier qui me vient en tête, c'est Roubaix, parce qu'ils ont été un peu pionniers en la matière. Roubaix, comme par hasard. Et ils font appel à une société israélienne qui s'appelle Briefcam, et qui en fait vend un logiciel dans lequel vous allez rentrer 24 heures par exemple d'images de vidéosurveillance, et à l'issue de ces 24 heures d'images de vidéosurveillance, on va vous isoler 1 heure ou 3 heures qui correspondent à des moments un peu saillants. C'est-à-dire, voilà, c'est 3 heures ou 1 heure où on a des comportements suspects, on a des choses un peu bizarres, avec évidemment les effets discriminatoires qu'on peut attendre de ce type de dispositifs, qui sont les mêmes effets discriminatoires. C'est-à-dire qu'en fait, avec ce type d'outils,
vous institutionnalisez, déjà institutionnalisé, vous industrialisez le contrôle au faciès, par exemple, cet exemple-là. Et donc, on a comme ça, voilà, cette inflation. Donc, quand vous commencez à mettre le doigt dans cet engrenage-là, ça devient extrêmement difficile, les usages vont très très vite, vous avez l'offre industrielle qui rencontre la demande politique, comme je le disais, vous avez des discours marketing qui deviennent des discours politiques. Vous avez tout un tas d'élus en France qui se contentent de répéter ce qu'ils lisent dans des brochures commerciales d'outils qu'on leur vend, qui vont miraculeusement faire reculer la criminalité et ce genre de choses. Et donc, une fois que vous avez enclenché cet engrenage-là, par un effet cliquet assez pervers, il n'y a pas de retour en arrière. Et donc, on se retrouve à chaque fois avec des discussions au Parlement, on en revient à cette démocratie plus très fonctionnelle, où les discussions au Parlement ne sont que des rustines pour valider des choses qui, de fait, existent déjà. Et ça, à mon sens, c'est l'un des gros problèmes qu'on a, alors notamment quand on parle de toutes ces technologies encore émergentes, et puis il va y en avoir beaucoup d'autres dans les années qui viennent. Peut-être des... Alors. Ok. Bonjour. Excusez-moi, je vais changer de sujet parce que je voulais revenir sur quelque chose qui a été dit, sur plusieurs choses qui ont été dites avant, sur les mots de démocratie et de dictature. Bon, c'est peut-être pas très intéressant de se demander vraiment quel mot on veut utiliser. Il faudrait regarder quelles sont les caractéristiques de la France et qu'est-ce qui la rapproche plutôt d'une démocratie ou d'une dictature. Et moi, j'ai l'impression que c'est un faux procès qu'on fait aux dictatures de penser qu'il n'y a aucun contre-pouvoir. Je pense qu'il y a des contre-pouvoirs, même en dictature. D'ailleurs, les dictatures, elles tombent, ça veut bien dire qu'à un moment, il y a un pouvoir qui est plus fort qu'elles. Et je peux tout à fait comprendre qu'on pose notre espoir sur des institutions comme le Conseil d'État ou des institutions de résistance comme ça, mais bon, c'est pas trop mon truc. Et je voudrais dire qu'au niveau de ce qui a changé depuis l'état d'urgence sanitaire, depuis le Covid, j'ai pas tant l'impression que ça non plus, que c'est ni les largesses que le gouvernement et Emmanuel Macron prennent avec la démocratie, parce que si vous vous souvenez bien, par exemple la réforme de Parcoursup, elle a été appliquée alors qu'elle n'était pas votée par le Parlement, et ni le Conseil d'État, ni personne n'a gueulé. On n'a peut-être pas atteint cette masse critique dont vous parliez, mais enfin, les largesses avec l'état de droit, elles étaient déjà bien prises avant la crise Covid. Ce qui a changé de façon évidente avec la crise Covid, c'est que tout le monde a été directement impacté, et ça a provoqué, à mon sens, un phénomène qui est provoqué à chaque fois qu'ils prennent des décisions sécuritaires, c'est qu'on s'est rendu compte tous, parce qu'on était tous concernés, on s'est rendu compte de l'absurdité de leurs mesures et du récit qu'ils essayaient de nous imposer. Moi, j'ai entendu plein de personnes qui m'ont dit, en regardant la télé, ah oui, un jour, il a parlé d'un domaine que je connaissais, et la télé a dit que des conneries, donc du coup, depuis, je me demande si elle ne dit pas que des conneries perpétuellement. Et c'est un petit peu, je pense, ce qu'on a découvert avec cette crise du Covid. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de conneries qui étaient dites de façon perpétuelle. Et donc, il y a leur monopole du récit, ou l'hégémonie culturelle, ou appelez ça comme vous voulez, qui s'est un petit peu écroulé à ce moment-là. Ce qui a permis aux premiers technocrates venus, d'ailleurs, je pense à Didier Raoult, de venir et de proposer un contre-récit. Et il y a eu pas mal de gens qui ont du coup adhéré à ce contre-récit. Donc, à mon sens, ce qui a vraiment changé, c'est que pendant un moment, là, ils reprennent la main sur le récit. C'est qu'à un moment, ils n'avaient plus la main sur le récit. Et on voit très bien là, avec la dernière allocution d'Emmanuel Macron. Je ne l'ai pas écouté, mais bon, tout le monde en a parlé ces derniers jours. C'est qu'il réussit à nous diviser en posant lui-même les termes du débat. Et vraiment, d'un point de vue personnel, il n'y a rien qui m'insupporte plus
qu'un discours de pseudo-scientifique ou de scientificité alternative ou de New Age. Mais je me rends compte aujourd'hui que malgré cet agacement-là, que c'est pas le problème, c'est pas le débat. Et à mon sens, un des problèmes, c'est qu'il faut reprendre la main sur ce récit. Et juste un argument pour finir, par rapport au fait que ce qui a changé, à mon sens, c'est pas la dégueulasserie de leurs mesures, c'est que, comme vous le rappeliez au début, et peut-être qu'on peut un petit peu revenir là-dessus, ces mesures, elles étaient appliquées de façon tout aussi dégueulasse, et même pire, avant, dans les colonies, dans les banlieues, par rapport aux frontières, par rapport à Frontex et à l'immigration, même pour les citoyens normaux par rapport au chômage. Il y a plus de 17 000 noyés en Méditerranée depuis 2014, il me semble. Il y a plus de 11 000 personnes par an qui meurent par le fait unique du chômage, ne parlons même pas de la précarité. Donc c'est pas tant le niveau de violence d'État qui augmente, à mon sens, c'est plutôt le fait qu'on se la reçoit tous dans la gueule. Ouais, enfin, je partage largement votre constat, hein. C'est ce changement d'échelle qui est extrêmement important dans la crise actuelle. Tous les phénomènes, on l'a dit depuis le début, hein, qu'on a mesurés pendant cette crise existaient déjà, vous avez raison, à l'égard des migrants, à l'égard des chômeurs, enfin bon, il y avait vraiment, voilà, tout ça était déjà en germe et on a eu un facteur qui a démultiplié les mesures. Après, je suis assez d'accord sur le fait que ce que craignent le plus les pouvoirs publics, c'est que la situation leur échappe. Je pense que les Gilets jaunes, ils ont vraiment eu peur de la situation, ce qui explique la virulence de la réaction. Et là, c'était pareil sur la Covid, il y a une crainte du pouvoir public que la situation leur échappe complètement et qu'à un moment donné, ils soient jugés responsables de ça, quoi, enfin de cette imprévision et une situation qu'ils ont créée par le démantèlement des services publics, je pense notamment à l'hôpital, ou les masques, enfin un ensemble de choses. Enfin, tout ça vient de loin, on l'a déjà dit. Bon. Et donc la réaction des pouvoirs publics, elle s'explique largement là-dessus. On a eu des mesures d'une ampleur sans précédent, le confinement général de la population, des couvre-feux, etc. Et là, les mesures qu'Emmanuel Macron ont annoncées, c'est largement ça. C'est des mesures impraticables, irréalistes en pratique. Ce qu'il a annoncé il y a 2 jours, mais il a peur que la situation lui échappe. Et donc il veut faire réagir les gens. Et donc on est dans une politique du fait accompli. Donc exactement comme vous l'avez dit, vous avez raison en fait. En réalité, le Conseil d'État avait annulé Parcoursup. Donc voilà, il y a eu une décision, bon, et ça a été légalisé, régularisé. Et de la même façon, je ne sais pas, le décret qui impose le pass sanitaire sur les discothèques, il est contraire à la loi. Il n'y a aucun doute, la loi du 31 mai ne le prévoit pas. De la même façon, l'élargissement qu'on va avoir le 21 juillet là, sur les structures culturelles de 50 personnes, c'est contraire à la loi. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. La loi parle de grands rassemblements de personnes dans le domaine des loisirs. Donc voilà, une discothèque, c'est pas un grand rassemblement de personnes. Donc il y a des inégalités, et il y a du fait accompli. Et le président Macron, là, il était dans cette logique de fait accompli. C'est-à-dire, il veut forcer les choses, il veut forcer les gens à aller se vacciner, les indécis à aller se vacciner. Et pour ça, il impose une mesure totalement infaisable. Et il n'a aucune conscience de l'infaisabilité, parce que par exemple, pour les adolescents, on vient juste ouvrir la vaccination. C'était inimaginable d'imaginer que les adolescents, tout à coup, et que ça allait compliquer la vie de tout le monde, puisque on n'aurait pas pu aller au centre commercial, prendre un train, un car ou aller au cinéma avec peut-être un ado ou 2 pas vaccinés, on ne va pas faire des tests tous les 72 heures, enfin tout ça était totalement infaisable, quoi. Mais il a forcé le truc en infantilisant le peuple. C'est vraiment la particularité de cette période, depuis le 16 mars 2020, c'est qu'on ne parle pas aux Français comme des citoyens, comme une communauté de citoyens responsables de son destin, qui fait des choix. C'est des choix pris en Conseil de défense par le président de la République, ou même ses conseillers, ses ministres n'en savent rien. On voit bien, ils patinent pour essayer ensuite de justifier. Souvent des choix qui sont contraires à ce qu'il avait dit 3 semaines avant. Hein.
Le pass sanitaire, il y a des déclarations d'Emmanuel Macron le 29 avril qui dit que le pass sanitaire, ça ne sera jamais pour les activités du quotidien. Véran, il va dans le Sénat, il dit exactement pareil, jamais dans les restaurants, etc. Il le dit, hein. Roselyne Bachelot, elle a aussi des déclarations en ce sens. Et donc après, une fois que le prince, enfin que ce président de la République a décidé ça, eh bien, on doit tordre la loi, tordre la réalité, jusqu'à ce que on fasse rentrer les ronds dans des cubes. Il y a un peu ça. Sauf qu'on est un certain nombre à dire c'est pas faisable. Juridiquement, c'est pas faisable. Et le gouvernement, en annonçant des mesures infaisables, prend le risque de la censure. On l'a dit sur la loi sécurité globale, moi j'en ai fait partie. On a été un certain nombre de juristes à se mobiliser contre la loi sécurité globale. On a été un certain nombre à dire que cette loi était mal rédigée, qu'elle n'avait pas été soumise au Conseil d'État pour avis, qu'un certain nombre de dispositions étaient contraires à vraiment toutes les règles en la matière. Moi, je suis spécialiste de la question des drones sur les données à caractère personnel. Tel que c'était rédigé, c'était clair que ce texte ne tenait pas la route. Enfin, voilà, on ne définissait pas suffisamment les cas dans lesquels les drones pouvaient être utilisés, etc. Enfin, bon. Et donc, ils allaient dans le mur, c'était clair. Mais avec toujours cette logique, enfin, je pense que l'histoire des marchés, elle est très significative. C'est-à-dire, les drones, ils étaient déjà utilisés de manière extra-légale. À un moment donné, il y a une association, la Quadrature du Net, qui fait un recours, ça passe, ils le font au bon moment, le Conseil d'État, voilà, c'était la fenêtre d'opportunité au mois de mai 2020 pour faire ce recours, donc ils gagnent, avec une idée très simple, hein, c'est que le règlement général de protection des données, le règlement européen, il prévoit très clairement que ce sont des données à caractère personnel, un drone filme, et comme il filme, il peut conserver des données et on peut identifier quelqu'un à partir des images d'un drone. Évidemment, dans ces cas-là, il faut le consentement de la personne, il faut le respect de la vie privée. Un drone peut voir à l'intérieur de votre domicile. Hein, ce sont des données à caractère personnel, et dans ce cas-là, il y a toute une législation très protectrice sur l'utilisation des données à caractère personnel. Donc le Conseil d'État a donné raison à la Quadrature du Net, mais comme les drones sont là, et comme ils estiment en avoir besoin pour le maintien de l'ordre, pour les banlieues, etc., eh bien, ils tordent les choses, ils l'inscrivent dans la loi de manière absurde, c'est censuré par le Conseil constitutionnel. Et je peux vous annoncer, il y aura une loi très prochainement. Ça revient par la fenêtre, qui à nouveau, donc les drones, la commande, ils vont les utiliser à la fin. Parce que le Conseil constitutionnel, il a posé des bornes, etc., mais il n'a pas empêché le principe des drones. Moi, j'ai un collègue, Paul Cassia, qui a écrit un papier Demain les drones. Pour m'amuser, j'ai fait Après demain les drones, après la censure. Voilà. Et donc, vous allez voir, d'ici un an ou deux, les drones survoleront nos têtes dans le maintien de l'ordre, dans des activités du quotidien. Et on va s'y habituer, enfin, on n'aura pas le choix, ils seront là, ça va devenir... et c'est la même chose sur des tonnes d'autres... dans d'autres domaines, on pourrait peut-être en parler, la loi sur le renseignement, c'est intéressant. La loi sur le renseignement, c'est une loi de régularisation de pratiques des services de renseignement qui existait depuis longtemps. Et notamment, l'aspect peut-être le plus intéressant aujourd'hui, c'est les données de connexion des Français. Donc, vous savez, c'est l'affaire Snowden, en fait. Hein. L'affaire Snowden dénonce l'accès par la NSC aux données de connexion par des backdoors, des portes dérobées dans les systèmes. Eh bien, la loi sur le renseignement a légalisé la possibilité pour les services de renseignement français, avec une commission chargée de ça, une boîte noire, d'accéder à nos données de connexion. La Quadrature du Net, à nouveau, fait toute une procédure, ça a pris 5 ans quasiment, hein, cette procédure, qui va jusque devant la Cour de justice de l'Union européenne. Devant la Cour de justice de l'Union européenne, ils obtiennent tout de même une décision assez favorable, enfin, qui remet en cause le principe même de la collecte de l'ensemble des données de connexion sans motif. Ça revient devant le Conseil d'État, et logiquement, ça devrait être censuré. Et là, le Conseil d'État, il court largement ce qu'a fait le gouvernement. Alors, avec quelques garanties, mais c'est trop compliqué à expliquer techniquement. Et, paf, dans la loi terrorisme et renseignement à nouveau, qui est en cours d'adoption, là, eh bien, à nouveau, les données de connexion, en fait, un élargissement hein, sur les possibilités de données de connexion, mais ça va beaucoup plus loin, puisque désormais, ce sont carrément les sites consultés, les consultations. Donc, c'est plus simplement, vous savez, les données de connexion, c'est les FADET, je ne sais pas comment vous le dire, c'est l'identification de l'IP. C'est un eurodatage. Ouais, c'est un eurodatage. C'est telle adresse IP. On pourrait savoir, par exemple, que chaque personne qui est ici, qui a un portable, on peut savoir qu'il est ici aujourd'hui, voilà, avec les données de connexion. C'est assez simple, et que j'ai discuté avec Olivier Tesquet, c'est assez simple de croiser nos deux portables et de savoir qu'on était ensemble.
Et en plus, il y a Dufresne qui doit avoir plein de fiches, donc c'est parfait. Donc je pense que là, on est bien bon. Tout ça passe dans des boîtes noires, mais il suffit qu'on prononce quelques mots et on est identifié, hein, c'est assez simple. Et bien, désormais, ce qu'on va consulter sur les sites internet va être collecté. Et la loi prévoit même que, pour des raisons techniques, là aussi c'est complexe à expliquer, mais l'ensemble des données des connexions des Français, en fait, vont être copiées et transmises au service de renseignement, dans un système de boîte noire. Donc je ne sais pas si vous imaginez, enfin, on parle de l'affaire Snowden, on n'était pas à ce niveau-là, c'est-à-dire une copie de l'ensemble de nos communications, de l'ensemble de nos données de connexion, sont transmises au service de renseignement. C'est ce qui est décidé dans ce texte. Est-ce que vous avez entendu parler de ce texte sur la loi sur le renseignement? Voilà. Bon. Donc pour vous dire l'ampleur de la chose et le problème qu'il y a plus grave que l'article 24 de la loi sécurité globale. Alors, comme il a peut-être été déjà signalé, depuis la fin des années 90, le début des années 2000, il y a une inflation incroyable de lois sécuritaires, etc. C'était notamment souligné, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, une avocate qui est présidente d'un syndicat d'avocats, elle disait que même au niveau des magistrats, ils ne savaient même plus comment appliquer toutes ces lois, parce qu'à peine une loi était légiférée, quoi, qu'une autre arrivée, et entre deux lois, on ne sait pas, aucune des lois n'a été évaluée, on ne sait pas leur degré de cohérence, une loi peut contredire sur certains aspects une autre loi qui a été prise auparavant, et je crois que même les parlementaires et ceux qui participent assidieusement à toutes les séances, ils ne savent même plus où ils en sont dans l'histoire. Il y a tellement de trucs qui sont accumulés. Et ma question, c'était à me demander à savoir si justement cette thématique de la sécurité finalement n'était pas entretenue pour masquer l'absence de discours politique et en matière de proposition de changement de société. Enfin, le capitalisme arrive un peu dans à quelques dératés. On voit déjà des effets du changement climatique, on sait qu'on va droit dans le mur. Et on n'a plus de discours politique à nous proposer, on n'a plus de rêve à nous proposer. Et du coup, en faisant la une des journaux avec la rubrique des chiens écrasés ou du migrant qui est patati ou patata, en mettant comme thème à chaque fois la sécurité, on ne parle pas du reste. Et autre question, on a donc dans l'état d'urgence à différents étages, etc. Comment est-il possible d'en sortir légalement, si c'est possible d'en sortir légalement? Alors, sur la sécurité, moi je ne suis pas absolument sûr que ça soit simplement une offre politique qui correspond. Je pense qu'en fait, il y a aussi une demande des Français. On est incapable de construire un discours alternatif. Vous avez raison sur la question du récit. C'est-à-dire, on peut parler, je sors de mon rôle de prof de droit, mais la gauche est incapable de construire un discours alternatif à ça. Sur l'immigration, moi je l'ai vu, ça fait 25 ans que je suis Dufresne, il était déjà à l'église Saint-Bernard en 96. Moi aussi, je suis venu au militantisme au même moment, en 96, enfin sur les lois Pasqua en 93 et sur l'affaire de Saint-Bernard. Et depuis, on est strictement incapable de construire un discours alternatif sur les migrants. Et donc, le discours qu'il a emporté, en fait, c'est le discours du Front National. Aujourd'hui, quel que soit le média que vous ouvrez, on n'a plus que ce discours sur la migration. Et donc, quelque part, on a perdu un combat idéologique. On a été incapable de dire tout ce que l'immigration apporte à la France, etc. Et sur la sécurité, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, quand on interroge les Français, ils sont plutôt favorables aux mesures sécuritaires. Quand on interroge les Français, ils sont favorables aux mesures annoncées par Emmanuel Macron sur le pass sanitaire. Donc ici, et on est incapable de construire ce discours alternatif. Donc à mon avis, il y a aussi un mea culpa à faire du côté de notre capacité à montrer, à avoir une alternative, une offre politique distincte qui emporte l'adhésion du peuple français. Aujourd'hui, le vote populaire, malheureusement, il vote pour la sécurité. Les jeunes ne votent plus, ils votent pour Marine Le Pen. Malheureusement, tout ça c'est regrettable, mais on largement, statistiquement. Et je voudrais juste ajouter... Et dernière chose sur les états d'urgence, sortir de l'état d'urgence c'est extrêmement simple, il suffit d'un décret du président de la République.
D'ailleurs, on est déjà formellement sorti de... Ou alors la fin de la loi qui a prévu la prolongation à la caducité de la loi. Simplement, on s'aperçoit, au moins depuis 2015, qu'un état d'urgence entretient un autre régime d'exception. Et donc, ce qu'on vit depuis 2015, c'est que quand on sort d'un état d'urgence, en fait, on maintient des formes d'état d'urgence. Donc aujourd'hui, formellement, on n'est pas dans un régime d'état d'urgence, sauf dans 2 territoires d'outre-mer. Mais non, on est dans un régime de sortie de l'état d'urgence, qui est aussi un état d'urgence. La preuve, le pass sanitaire peut toujours... Bon. Donc on est toujours dans une forme d'état d'urgence. Et moi, je fais le pari que ça va durer au moins 2 ans. Donc on en a pour la présidentielle de 2022. Et de toutes les façons qu'on arrêtera, on gardera des instruments de gestion pérenne. Bon. La preuve, d'ailleurs, c'est que la première fois que le pass sanitaire apparaît, c'est dans la loi de gestion pérenne des crises sanitaires, donc dans le régime qui doit succéder au régime de l'état d'urgence sanitaire. Et donc voilà, le problème, il est là, c'est que ces régimes d'état d'urgence, je ne sais pas comment dire, ils imbibent le droit, ils contaminent le droit. Donc on s'y accoutume, mais ça a une capacité de corrompre, de pervertir le droit commun, que finalement il reste dans le droit commun. Et donc on n'est pas prêt de s'en débarrasser, c'est vraiment une crainte que j'ai, et c'est un discours que je tiens depuis très longtemps, depuis 2005, donc j'ai une grande constance là-dessus, et c'est pour ça que je me suis toujours opposé, j'ai toujours fait des recours contre les états d'urgence, en envoyant les signaux, méfiez-vous d'un état d'urgence, on sait quand on en rentre, on ne sait pas quand on en sort, jamais. Peut-être qu'on va prendre plusieurs, parce que là je vois qu'il y a beaucoup d'attentes. Moi je propose qu'on prenne 3 réflexions, questions, et puis ils vont synthétiser leurs réactions. Alors, Twitch, c'est pas David Dufresne qui parle, c'est Twitch. C'est ça. Je me suis mis là pour éviter le Larsen, quand bien même j'aime ça les Larsen, mais bon. Alors, première question, le développement de systèmes de surveillance fait partie d'un certain, entre guillemets, progrès. Est-il possible de lutter contre sans être taxé de réfractaire au changement? Et deuxième question d'Alex, quels sont les organismes, instances ou lieux de militance sur lesquels s'appuyer pour mettre la pression dans le rapport de force en faveur des libertés publiques? Alors, on retient, et puis on pourrait écouter 2 autres personnes là qui attendent depuis longtemps. Oui. En tant que professeur de technologie et d'informatique, depuis 30 ans, je me suis toujours interrogée sur la méthode qui avait été employée pour en arriver là, aujourd'hui. En fait, a été organisée, à cette réflexion, j'ai apporté une réponse que je vous propose. A été organisée par nos gouvernements successifs, de droite ou de gauche, l'ignorance totale de la population en matière technologique, en matière informatique, en matière biologique et en matière de droit. En formant la population à une culture générale qui ignore ces 3 domaines, on va dire, modernes, on a organisé l'absence de résistance de la population. Après ce constat, une fois ce constat fait, je me suis dit, mais comment faire en sorte que la population puisse recouvrer sa liberté, ses connaissances, les connaissances auxquelles elle a le droit, ses connaissances culturelles. Et quand je parle de culture, je ne parle pas uniquement de culture artistique. Je parle de culture technologique, de culture informatique, de culture biologique. Et bien évidemment, le tout étant régi dans un état de droit par le droit, comment est-il pensable qu'il n'y ait aucun cours de droit de la maternelle à l'entrée de l'université? Donc, une méthode non violente, j'insiste, pour reprendre le pouvoir sur nos libertés, serait de s'organiser pour diffuser ces connaissances. D'ailleurs,
un paquet de sites internet diffuse ces connaissances. Diffuse. Mais encore faut-il avoir accès à internet et savoir s'y prendre. Avoir le temps de s'intéresser à ces questions. Je ne pense pas unique. Et ensuite, bien évidemment, pouvoir se positionner politiquement. Mais qui peut prendre une décision politique à titre individuel s'il est ignorant de ces domaines? L'université a organisé des cliniques juridiques pour la formation des étudiants en droit. J'attends des cliniques technologiques et informatiques, autres que les Fab Labs, qui sont tout à fait intéressants, pour pouvoir former la population à des connaissances indispensables dans le monde dans lequel nous vivons. Il suffit d'agir, et ce sont des actions non violentes, pour élever la connaissance de la population. Merci pour cette proposition. On va y revenir et on prend une troisième réaction, question. Oui, bonjour. Moi, j'ai toujours milité dans ma vie. Hein. Je suis un ancien délégué syndical du groupe Hachette, entre autres. J'ai milité aussi pour les sans-papiers en montant. On a eu 76 régularisations. On a fait bloquer des entreprises, etc. Donc je connais la lutte, je sais ce qu'être dans la rue. Par contre, j'entendais ce matin sur Radio Transparence, justement, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, j'entendais parler d'un texte anticonstitutionnel de notre cher président, que je déteste, donc ce que tu disais tout à l'heure, ce fameux pass sanitaire, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on parle de démocratie, j'entends parler de, comment ça s'appelle, de technologie un petit peu intelligente, j'entends parler de beaucoup de choses. Mais moi, je suis en train de faire une seule et même constatation, c'est qu'on est quand même dans un état un petit peu de dictature, on est en totale privation de nos libertés individuelles. Si on met tout bout à bout, on est en totale privation de nos libertés individuelles. Regarde, pour les Gilets jaunes, c'était une forme d'insurrection qui a eu. C'est tout. On a pris tout un mouvement, on s'est servi d'un petit truc pour l'essence, on a pris tout un mouvement pour pouvoir un peu manifester sur tout ce qu'on voulait manifester. Il me semble que c'est quand même l'article 35 des droits de l'homme et du citoyen qui dit que lorsque le gouvernement bafoue les droits du peuple, il est du devoir du peuple de s'insurger et de répondre à ça, quoi, je veux dire. Donc même cette insurrection, elle a été rendue possible par des gens qui se sont battus, mais elle a été arrêtée par des vagues de violence policière, quoi, je veux dire. Donc maintenant, comme c'est anticonstitutionnel ce que fait notre président de la République, on parlait d'un collectif tout à l'heure. Est-il possible qu'il y ait un collectif qui se mette en place et qui porte plainte contre le président de la République et son gouvernement? Ça, c'est tout. C'est peut-être une question débile, mais moi, j'avais vraiment envie de la poser. Alors, je pourrais faire un long cours là-dessus, mais déjà, le droit à l'insurrection, c'est la déclaration de 1793, la constitution de l'an 1, qui malheureusement a été proclamée et immédiatement non appliquée, parce que c'était la guerre. C'était la terreur. Donc oui, il est possible de contester la constitutionnalité de la future loi qui sera adoptée. Il faudra voir ce qu'il y a exactement dedans, pas forcément la même chose que les annonces. D'ailleurs, dans le texte qui a été rendu public par les médias, personne ne voit que le plus problématique, c'est l'article 4, qui prévoit que les laboratoires transmettent le test positif à la Covid, et cette transmission vaudra isolement, placement à l'isolement de la personne. Donc la transmission d'un test vaut privation de liberté dans ce texte, ce qui est totalement hallucinant. Je pense que ça ne peut pas résister à un contrôle de constitutionnalité sérieux, puisque l'isolement étant contrôlé par l'isolement pouvant donner lieu à des sanctions que vous connaissez déjà, c'est comme les quarantaines. Hein. Donc il y a des sanctions pénales en cas de non-respect, un contrôle policier, éventuellement un contrôle d'un juge, etc. Donc, ça, c'est la version actuelle du texte rendu public, soumis au Conseil d'État, l'article 4, qui est tout de même, on passe une borne hallucinante. Alors c'est possible, en fait, concrètement, comment ça va se passer. Alors, il va y avoir des décrets qui vont sortir prochainement là, sur le pass dans les lieux culturels de 50 personnes. Donc ça pourrait être contesté devant le Conseil d'État, mais quand il se prononce, la loi sera adoptée.
Puis la loi va être adoptée en urgence. Des médias, je crois que c'est Libération a déjà sorti qu'ils mettent la pression pour que le Conseil constitutionnel se prononce quasiment immédiatement, ce qu'ils avaient déjà fait le 11 mai, il y a un précédent. Et là, le Conseil constitutionnel va probablement être saisi par l'opposition, c'est 60 députés ou 60 sénateurs qui peuvent saisir le Conseil, et donc le Conseil constitutionnel éventuellement censurera en tout ou partie ce texte. Si le Conseil constitutionnel n'est pas saisi, on peut derrière faire une question prioritaire de constitutionnalité. Donc à l'occasion, on le fait souvent, c'est pas très, enfin, on sait faire, donc assez rapidement on pourra arriver devant le Conseil constitutionnel. Donc il y a des moyens de contestation. Après, il ne faut pas s'attendre à des miracles du Conseil constitutionnel. Voilà, son mode de composition permet de relativiser largement ses capacités à faire un contrôle satisfaisant. Alors après, il y avait plein d'autres questions compliquées de répondre à tout. Sur la surveillance, peut-être que tu es plus spécialiste, mais moi, c'est un des débats que j'ai avec Damasio, et j'aime beaucoup Damasio et les furtifs, etc. Mais je pense... Moi, je ne suis pas anti-technologie, et je ne pense pas que la technologie, c'est forcément une régression. En revanche, il peut y avoir des usages de la technologie qui portent atteinte aux libertés. Donc, un drone, ça permet d'éviter des incendies, par exemple. Et d'ailleurs, dans la loi sécurité globale, c'est la seule disposition qui n'a pas été censurée. C'est des drones dans le cadre de la sécurité civile et de la lutte contre les incendies. Donc ça, je pense que personne n'est contre les drones quand il s'agit de faire... surveillance des incendies ou surveillance des plages, par exemple, pour les noyades, mais ça permet aussi de contrôler les manifestants. Bon, voilà. Et donc, vous voyez, la technologie a toujours cette double face, c'est-à-dire ça peut être un progrès, voilà, le nucléaire, ça peut être la bombe atomique, et ça peut être aussi des progrès en termes médicaux. Donc, vous avez toujours cette double face de la technologie. Donc, moi, je ne suis pas contre les technologies, mais je suis pour encadrer ces technologies suffisamment, et d'où l'intérêt d'avoir voilà, un certain nombre de garanties lorsqu'elles sont utilisées. Après, sur les autres questions, je ne sais plus... Je vais juste déjà rebondir là-dessus. Moi, j'essaie, tant que faire se peut, d'opérer un distinguo entre la technocritique et la technophobie. Aujourd'hui, la technocritique, le pouvoir n'aime pas trop ça. On l'avait vu, alors c'était assez caricatural, tous ces débats sur la 5G, avec Macron qui renvoyait les opposants à la 5G, des Amish qui s'éclairent à la bougie. Mais au-delà de la petite phrase blessante, fielleuse, il y avait quand même cette idée que quiconque émet des doutes sur la technologie, parce qu'en plus là-dedans on trouvait qu'il y avait à boire et à manger, hein, il y avait des gens qui soulevaient des points qui méritent d'être étudiés, tout est rangé dans un même sac, voilà, un truc un peu agglutinant. On dit de toute façon ce sont des technophobes, ce sont des gens réfractaires au progrès, voire ce sont des décroissants, et en plus aujourd'hui décroissant est quand même en passe de devenir un truc à peu près aussi... ça déclenche une alerte chez les services de renseignement, je crois. J'avais vu un truc, je sais plus où c'était, mais où il y avait des catégories de population qui étaient comme ça un peu dans le périmètre du renseignement territorial, et il y avait les décroissants, dangereux décroissants. Et donc il y avait vraiment cette idée-là, qu'aujourd'hui on ne pourrait pas avoir de débat sur la légitimité de telle ou telle technologie. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il peut y avoir des utilisations tout à fait vertueuses d'un certain nombre de technologies, des drones par exemple, donc ça, il faut être très vigilant sur la manière de les encadrer. Après il y a des technologies où je pense qu'on est en droit de s'interroger sur le fait qu'elles sont mauvaises en elles-mêmes, qu'elles sont antidémocratiques en elles-mêmes, et là pour le coup je pense à la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, moi on n'arrête pas de me dire, vous inquiétez pas, en France on va construire la reconnaissance faciale éthique, ça veut dire, en gros ça veut dire acheter des outils chinois, les reconditionner en France, mettre un tampon Made in France dessus et dire voici la reconnaissance faciale, la vidéosurveillance intelligente éthique. Moi j'ai un vrai problème avec ça parce qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de technologies, celle-là en fait partie, qui est quand même un héritage de tout un tas de pseudosciences du 19e siècle, la phrénologie, la physiognomonie. Vous aviez l'invention des types criminels, c'est-à-dire qu'on va être capable de déduire le passage à l'acte d'un certain nombre d'individus en fonction des traits de leur visage. Je vous laisse imaginer les dérives que ça peut engendrer. Hein. Et cette technologie-là est clairement inspirée de ces pseudosciences-là. Moi, le débat aujourd'hui, ça devrait être celui-là. Ça ne devrait pas être de savoir comment on va être capable de construire le cadre éthique de la reconnaissance faciale. Donc il faut être assez tatillon, on va dire, sur les termes du débat, ce qui nécessite effectivement, et là on rejoint l'observation et la question, et ce que pointait Madame à très juste titre, qu'on a un déficit de formation. On a un déficit d'information aussi. Moi, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que les disciplines que vous évoquiez,
sont peu, voire pas enseignés sur le droit, en dehors de... Alors, maintenant j'ai quitté le lycée il y a quand même un certain temps, mais à l'époque il y avait vaguement de l'éducation civique, quelques cours par-ci par-là, mais on sentait que c'était un peu cosmétique, quoi. C'était vraiment un éveil démocratique très succinct. Aujourd'hui, on se rend compte en plus avec des textes qui deviennent de plus en plus techniques, qui reviennent à des cadences infernales. Si vous voulez suivre la comptabilité précise de tous les textes sécuritaires qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est un boulot à temps plein quasiment. Et donc comme c'est un boulot à temps plein, ça demande des compétences, ça demande d'être capable de... Il faut pouvoir regarder au bon endroit, identifier l'endroit où c'est susceptible de coincer, savoir que tel texte va renvoyer à tel autre, qui va renvoyer à tel autre, qui va renvoyer à tel article du code pénal ou du code de la sécurité intérieure, ce genre de choses. Et donc on a cet édifice qui se construit à mesure que notre capacité individuelle et collective à offrir des réponses à ces problématiques, qui sont des problématiques essentielles, cette capacité-là ne cesse de faiblir. Donc le rapport de force ne cesse de se détendre. Alors je suis désolé, je fais vraiment un mash-up un peu de toutes les questions. Je crois qu'il y avait une question de Twitch sur ça pourrait être quoi les moyens de s'organiser, je crois, un peu, voilà, pour lutter. Moi, je crois que l'éducation à ces questions-là, et donc les moyens d'action et les moyens d'opposition à un certain nombre de sujets qu'on évoque depuis tout à l'heure, hein, c'est un buffet dînatoire, ça passe beaucoup par l'échelle locale. C'est pour ça que moi, je suis toujours très content de pouvoir avoir des débats à l'échelle locale dans des villes, y compris dans des villes où il y a des problématiques qui sont des problématiques très immédiates. Hein. Je voyais encore une fois, je reviens sur la pétition sur la vidéosurveillance, qui est d'entrer dans ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui, les combats à l'échelle locale, il y a deux choses qui me semblent importantes. La première, c'est que finalement, un espace urbain ou une commune, une communauté de communes, c'est un espace où vivent des gens qui partagent un même destin, dans une certaine mesure, qui sont évidemment des gens différents, avec des affinités différentes, avec des idées qui ne sont pas les mêmes, etc. Mais en tout cas, il y a quand même un intérêt collectif parce qu'on habite le même espace. Et là, je repense à mon exemple des portiques de reconnaissance faciale à Nice et à Marseille, où ça a mobilisé non seulement les habituels, hein, donc, typiquement la Quadrature du Net, mais vous aviez les syndicats de professeurs, vous aviez les associations de parents d'élèves, et tout à coup des gens qui ne sont pas associés tout le temps en permanence à ces luttes-là, s'y intéressaient parce que ça touchait en l'occurrence leurs enfants, leur progéniture. Donc cette échelle locale me semble assez intéressante, parce que c'est l'expression très immédiate d'un rapport de force. C'est-à-dire que si vous voulez aller manifester devant la mairie, c'est quand même plus simple que de monter en car à Paris pour aller manifester devant le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, le Parlement, l'Élysée, etc. Donc il y a vraiment... tout le monde habite dans le même espace, et cette échelle locale, c'est là où aujourd'hui, les victoires, qui sont peut-être des victoires à la Pyrrhus, qui sont peut-être de maigres victoires, mais c'est là où elles se remportent. Que ce soit en France, mais aussi des exemples à l'étranger. C'est des moratoires qui sont imposés sur certaines technologies, c'est des juridictions qui interdisent un certain nombre d'expérimentations, c'est des tribunaux qui disent non, à telle commune, à telle collectivité locale, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et donc à force de faire des grains de sable comme ça, les grains de sable peuvent finir par faire un tas. Et je pense que cette masse critique, on peut l'atteindre de cette manière-là, parce que sinon, effectivement, on se retrouve à mener des combats théoriques avec des armes qui sont un peu émoussées, et là, ça devient effectivement assez difficile. Alors, on a noté qu'il y avait 6 questions en attente, donc il va y en avoir 2 fois 3. On commence par 3 réactions, réflexions, questions. Allez-y. Bonjour. Voilà, moi je fais de la lumière, je travaille en théâtre, je peux vous filer des tuyaux pour éclairer un comédien sur un plateau. J'aimerais, si vous pouvez m'éclairer, par contre, moi, sur des tuyaux pour résister à tout ça, quand j'entends que les drones, dans 2 ans, il faudra s'y faire, ça me satisfait pas en fait. J'ai pas envie de ça, et les moyens de résister à tout ça, je les ai pas en fait. J'ai pas été éduqué à ces modes de résistance-là, quoi. Le Conseil d'État, alors je sais pas, vous allez peut-être me dire si je me trompe, c'est Alain Juppé, c'est ça le président du Conseil d'État? Non, c'est Bruno Lasserre. Celui qui a les casseroles derrière, là, de... Non, enfin je pense que le Conseil constitutionnel, c'est Laurent Fabius. Laurent Fabius, oui, pardon, Laurent Fabius, oui. Et le Conseil d'État, c'est un haut fonctionnaire. Ouais, non, d'accord, non, mais j'étais sur Fabius, en fait, ouais, je me suis trompé. J'ai pas confiance dans ces gens-là non plus, en fait. Et on a quoi comme fusible, on a quoi comme soupape? Avant de prendre les armes, j'ai pas envie, j'ai des enfants en bas âge. Comment je les éduque dans ce système-là? Quelle perspective on peut leur donner?
Comment on peut les éclairer? Comment est-ce que vous pouvez m'éclairer? Me donner quelques petits outils, c'est votre champ d'application, votre domaine. Est-ce que vous avez rencontré autour de vous des gens qui avaient des petites astuces? Là, aller dans la rue avec les pios et tout, c'est juste... c'est carnage, quoi. Donc la rue, ça marche plus, la politique, ça marche plus, on va plus voter parce qu'on n'y croit plus. Dans 2 ans, il va falloir se faire au drone et puis au pass sanitaire et tout ça. Moi, j'ai pas envie de ça, quoi. Et est-ce que vous avez des tuyaux à nous transmettre, parce que les pétitions, tout ça? Je sais pas. Voilà, merci. Merci. Alors, vas-y. Ça passe là? Ouais. On a parlé de démocratie-dictature, donc en dictature on nous empêche de nous exprimer et la démocratie c'est cause toujours. Hein. Et c'est ce qu'on fait ici. On parle en effet, on entend des informations mais on les reçoit à titre individuel. Le monsieur demandait des petites astuces individuelles. On nous a parlé de formation, là aussi c'est individuel. En effet, l'ignorance c'est pas bien, mais est-ce qu'individuellement, en nous donnant les informations, on va s'en sortir? Moi, je pense quelque part que ni le Conseil d'État, ni le Conseil constitutionnel, ni le gouvernement sont réformables. Et je crois quand même qu'il faudrait se mettre toutes et toutes ensemble. Les Gilets jaunes, quand vous dites qu'ils ont fait peur, mais surtout, ils n'avaient pas de bac plus 5, ils étaient ensemble. Et je crois que c'est ça. C'est que les révolutions, on peut être le plus ignare possible. Quand on nous tape dessus, on sait ce que ça veut dire et on est capable de répondre. Et moi, je pense qu'il faut absolument recultiver, lutter contre l'individualisme et recultiver le tout ensemble, mais tous ensemble. Alors dans la rue ou ailleurs, ou en tout cas dans des boycotts, dans des, je sais pas moi, on l'avait fait de blocage d'usines, d'armement, faire des choses comme ça, mais tous ensemble, il n'y a qu'une seule chose, il ne faut pas penser qu'on peut réformer ce système. Il faut absolument... Alors, les mots maintenant ont tous été utilisés, tabous, etc. Et on ne peut même plus parler de révolution, puisque l'autre, il en a même fait un bouquin, le Macron, donc c'est pas la peine. Mais on est assez grand de savoir ce qu'on doit faire. Il faut absolument refuser, se révolter, mais pas chacun devant son ordinateur, pas chacun chez soi, pas chacun devant sa truc de son livre ou son université. Même dans l'ignorance, on peut rejeter ce système. Et je crois, parce qu'on n'est pas ignorant de ce qu'il fait. Et moi, je pense que le cause toujours, parfois, ça a ses limites. Oui, pour moi, la démocratie, c'est pas un État et c'est pas un pays. C'est un chemin, c'est une voie. Et je pense que c'est assez important à comprendre parce que on ne peut pas juste critiquer une démocratie qui n'existe pas. Elle n'existe nulle part, c'est pas un truc parfait. C'est un chemin avec des outils qui ont été construits au cours du temps. Des fois on en perd, des fois on en gagne. Et c'est un combat permanent à mon avis. Mais je pense que c'est quand même important ce qui s'est construit en France depuis la Révolution. Dans le chemin de la démocratie, même si c'est pas parfait, et même si en ce moment on a vraiment l'impression de perdre beaucoup. Et une autre chose, c'est que je pense que depuis Sarkozy, on ne supporte plus en France, enfin beaucoup de gens ne supportent plus le régime présidentiel. Et bien si on prend un peu de recul historique, c'est pas une fatalité, c'est pas immuable. On peut sortir du régime présidentiel, il y a des élections dans 1 an, et peut-être que c'est le moment de se réveiller par rapport à ça, de construire ensemble dans le collectif, les femmes et les hommes, parce qu'on entend beaucoup d'hommes et pas beaucoup de femmes souvent. Peut-être une constitution, je ne sais pas comment. Les Tunisiens, ils ont fait ça dans la rue et ils ont fait une constitution, puis ça a été bouleversé, ils ont recommencé. En ce moment, au Chili, ils sont en train d'écrire leur constitution dans la rue. Effectivement, moi je crois que c'est pas en restant derrière nos ordinateurs qu'on arrivera à quelque chose. C'est dans la rue, mais peut-être avec la non-violence. Et en tout cas, ça demande de la réflexion, de la pensée sur ce qu'on veut mettre après, et du courage, un peu de temps. Je ne sais pas si on en a beaucoup, mais personnellement, je crois que c'est tout à fait possible de changer de régime. Mais il faut le décider tout de suite, parce que c'est demain les présidentielles. Et on ne va pas recommencer ça.
Alors, je vous propose que vous gardiez la parole parce que je pense qu'il y a beaucoup de suggestions et d'astuces, comme demandait le monsieur, qui peuvent venir de la salle. Donc, je propose qu'on continue les interventions et puis Olivier et Serge reprendront peut-être une parole plus en conclusion. Oui, bonjour. Alors, moi, c'est une question juriste que je voudrais poser, à savoir, voilà, sur un point précis. Dans quelle mesure est-ce que le gouvernement d'un pays comme la France peut s'affranchir d'une loi qui serait officielle à l'Europe? Par exemple, je pense à la vaccination. Si la vaccination est considérée à l'Europe, si au niveau de la Constitution européenne, il est, paraît-il, acquis qu'on a droit, par rapport à son corps, à choisir le traitement que l'on souhaite ou pas, ou à refuser un traitement, est-ce que quelqu'un, enfin, qui aurait un pouvoir en France, comme un président ou quelque chose comme ça, une quelconque autorité, peut passer outre, passer outre une loi qui serait donc issue de ce qui appartiendrait donc à une instance supérieure, du moins, comme il semble que ce soit l'Europe, parce que la France dépend quand même de l'Europe, enfin, elle s'en réfère beaucoup. Voilà, est-ce que c'est possible, est-ce que juridiquement c'est possible ou pas? Ça veut dire, est-ce qu'on peut nous imposer, si vous voulez, une vaccination obligatoire, alors qu'à l'Europe, il existe un texte qui dit qu'on a droit donc à choisir ses traitements, ses actes. On continue sur deux autres interventions et après on leur passe la parole. Oui, bonjour. Deux points. Le premier, rapidement, je voulais réagir parce que je suis forestier et les feux de forêt, ça me concerne, enfin ça nous concerne tous. En fait, les drones, ils sont là pour remplacer les suppressions de postes. Et ça illustre bien le choix politique qu'on a à faire. C'est pas les bienfaits ou les malfaits de chaque technologie, c'est la technologie ou l'humain, aujourd'hui. Alors, deuxième point, je vais prendre la parole en tant que membre du collectif qui a distribué la grande pétition contre la vidéosurveillance à foi. Une de nos questions, c'est évidemment comment on fait pour gagner contre la vidéosurveillance à foi, mais aussi contre la surveillance généralisée dans notre société et contre ce système dont on a parlé. Et c'est pour ça qu'on vous propose demain à 14h30 sous la marquise un débat, réflexion, réunion qui a pour objectif de poser les bases, de rediscuter de ce qu'on a discuté, mais aussi surtout de s'armer en termes d'arguments et en termes de moyens d'action, réfléchir ensemble sur comment on agit, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise et comment aussi on va convaincre les gens qui pour l'instant sont séduits par cette société de surveillance. Voilà, donc demain à 14h30 sous la marquise, voilà. Merci. Et on vous invite, on invite tout le monde. Merci à toi, François. Un petit mot sur la démocratie que j'aime beaucoup, et puis la justice, notre justice que j'aime beaucoup, et la démocratisation de la loi sécuritaire. Je ne sais pas si vous voyagez un peu, vous rencontrez beaucoup d'œils qui vous surveillent, ça s'appelle les voisins vigilants. Et ces voisins vigilants, ils assurent une démocratie à notre loi sécuritaire. Ils m'ont empêché de mourir du Covid parce qu'ils m'ont dénoncé parce que j'avais pas de masque. Ils ont empêché des accidents parce que je garais ma voiture devant mon garage. Voilà ce que c'est la démocratisation de la loi sécuritaire. Autre exemple, paysan de ma région, Jérôme Laron, se fait abattre de 5 balles dans le dos. Il se trouve qu'il a une sœur avocate, un beau-frère capitaine de gendarmerie. Quand ils voient le dossier, ils disent « Waouh, on est en démocratie, on a une belle justice. Tout va bien se passer, tout va se passer rapidement. » Le gendarme qui a mis ses 5 balles dans le dos de Jérôme, qui lui fonçait dessus en marche arrière, dans un petit chemin de campagne où on roule à 10 à l'heure, il va être condamné, on va au moins lui enlever son arme. Waouh, ça fait 5 ans, il porte toujours son arme, il est toujours gendarme à 50 km de l'endroit où il a battu Jérôme. Jérôme se battait contre quoi? Contre la loi sécuritaire des paysans qui leur impose de pucer les animaux. Il se battait contre la surveillance des propriétés qui mesure par drone ou par satellite la surface pour l'accord des aides. Voilà, c'est ça quoi. C'est ça, c'est là où on en est. Alors on peut faire confiance en cette démocratie, on peut faire confiance en cette justice. D'ailleurs, la justice, le tribunal administratif a dit que Jérôme, tout allait bien, c'était pas normal qu'il soit contrôlé par la Chambre d'agriculture, c'était
un acte illicite. Bon, vous connaissez les tribunaux administratifs, hein. Ils font un rapport et puis basta. Après, ça s'arrête là. Bonjour. On a dit que les barrages, c'était pas bien une fois qu'ils étaient construits. Hein. On les a pas déconstruits. Alors, peut-être Serge, tu peux répondre à la question sur le vaccin et est-ce que l'Europe va nous protéger? Alors, malheureusement, c'est beaucoup plus complexe. Alors effectivement, il existe à la fois dans des textes constitutionnels et dans un certain nombre de conventions internationales, notamment la convention d'Oviedo. C'est aussi indirectement dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, comme vous l'indiquez, un principe de libre disposition du corps. Et donc normalement, effectivement, pour administrer un traitement, il faut que le consentement soit libre et éclairé. Néanmoins, en matière vaccinale, on n'est pas exactement dans la même logique. La matière vaccinale, c'est un acte collectif, en fait. Une vaccination ne fonctionne que si la collectivité, par exemple tous les enfants, sont vaccinés, sinon ça ne sert à rien. Et donc on est dans un rapport risque-bénéfice. Et vraiment la question a été tranchée par le Conseil constitutionnel, par la Cour européenne des droits de l'homme ou par le Conseil d'État. Et donc on est vraiment dans ce rapport-là. Donc il y a bien une atteinte à la vie privée, au principe de consentement du corps, mais on est dans ce rapport de proportionnalité entre le bénéfice individuel et le bénéfice collectif, le risque individuel, pardon, et le bénéfice collectif. Et les juridictions estiment que quand il y a un bénéfice plus important que le risque, il est nécessaire de protéger la collectivité. Et donc aujourd'hui sur le vaccin contre la Covid, on est exactement dans ce rapport-là. Il y a eu des centaines de milliers de morts de la Covid. Il y a un risque important pour notre économie, pour la société, etc. Il y a aussi un risque individuel, je ne veux pas nier, il existe, mais le bénéfice est plus important. Et donc la vaccination obligatoire est possible, avec certaines limites, bon, je ne vais pas rentrer, mais par exemple, l'obligation vaccinale pour les personnels de santé, ça existe déjà. Et ça a déjà été admis par les juridictions suprêmes. Donc voilà l'idée générale, et il y a une obligation vaccinale pour scolariser les enfants, par exemple, sur 11 vaccins. Donc voilà, le droit ne va pas permettre de résoudre la question. C'est un peu plus complexe que ça en réalité. Vraiment, je connais assez bien la question juridiquement. On ne peut pas le dire formellement que c'est en phase de test. Non. Je pense que, si vous voulez, on peut discuter ensuite sur le détail, mais c'est vraiment plus complexe que les autorisations provisoires. Alors voilà sur ça. Alors plus globalement, peut-être, je conclue. Pour conclure, moi je n'ai pas la solution miracle et le droit n'est pas la solution miracle. Ça a été dit tout à l'heure, un combat juridique de manière isolée, ça ne sert à rien. Alors aujourd'hui, on a quelques exemples, par exemple sur la cause animale ou l'action climatique, on a parfois le droit qui sert de levier à d'autres choses. Donc, pour l'action climatique, vous avez peut-être vu récemment qu'il y a eu une décision favorable du Conseil d'État sur Commune de Grande-Synthe et Damien Carême qui ont saisi le Conseil d'État pour que l'État applique ses propres engagements. Hein. C'était juste faire appliquer les textes adoptés par le législateur français. Et donc là, vous voyez, il y a eu un levier qui a finalement marché devant le Conseil d'État où le gouvernement doit, dans les 9 mois à venir, adopter de nouvelles mesures pour respecter ses propres engagements. Mais ça, c'est passé par beaucoup de choses, par des films, par des documentaires, par une convention citoyenne, par un ensemble de processus qui a permis de faire bouger des lignes. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en matière sécuritaire, en matière d'immigration, etc., on est dans le même problème. C'est qu'il faut, je suis d'accord avec vous, recollectiviser la question. Il faut remettre du commun là-dedans, du discours collectif, du peuple, voilà, il faut sortir de cette logique individualiste, etc. Mais parce qu'on est parcellisé collectivement, enfin, on est parcellisé, la société nous a parcellisé. Et donc oui, je suis d'accord, il faut remettre du collectif, c'est la solution. Moi, je n'ai pas la solution miracle, mais quelque part, on est dans une société démocratique, il y a un peuple, le peuple décide, et bien à un moment donné, alors parfois ça passe par l'insurrection, dans l'histoire française, il y a eu 1830, 1848, la Commune, etc. Il y a eu des moments d'insurrection. Parfois, ça passe aussi par la capacité de renouveau démocratique. Alors peut-être que c'est une nouvelle constitution. Le Chili est un bel exemple. On peut parfois adopter une nouvelle constitution. Peut-être que, voilà, moi je n'ai pas la solution miracle, mais en tout cas, si on ne se réimplique pas dans la chose publique, ça ne progressera pas. C'est-à-dire le pouvoir alimente le pouvoir. Et donc aujourd'hui, le pouvoir a été confisqué par ceux qui nous gouvernent actuellement, et très clairement, ça ne correspond pas à l'utilité publique. C'est pas ça qui l'emporte. Donc, alors, la seule solution, c'est aussi, ça a été dit, hein, l'éducation populaire. Moi, je suis professeur d'université, vous savez, je pourrais rester dans ma fac de droit derrière mes montagnes tranquille.
je passe mon temps à aller à répondre aux médias, à aller voir les gens, à faire des universités populaires, à faire tout ça, en me disant que c'est une possibilité de faire bouger les choses et de permettre une meilleure prise de conscience du droit. Et d'ailleurs, la première clinique juridique en France qui a été créée à Nanterre, j'étais là. Voilà. Donc j'ai participé à la première clinique juridique et qui permet aux étudiants en droit d'avoir une conscience sociale, parce que souvent une clinique juridique, ça sert à aider les plus défavorisés, notamment les migrants, et avoir aussi un sens du collectif, parce que les études de droit les parcellisent aussi, et donc on remet du collectif dans l'enseignement juridique. Donc c'est pour ça que je participe à des cliniques juridiques. Merci Serge. Peut-être Olivier, pour conclure de ton côté. C'est vrai que de toute façon, je suis à la fois pas surpris et rassuré qu'on arrive à cette conclusion. Effectivement, il faut. Alors en même temps, ça peut être assez décourageant parce que personne, je crois, ici n'a la recette miracle, hélas, pour essayer de réinjecter du collectif. Alors, ce qu'on préconise depuis tout à l'heure, moi je ne vois pas ça comme une somme de petites actions individuelles. C'est comme pour le réchauffement climatique, on ne va pas résoudre la crise systémique et planétaire à laquelle on est confronté en faisant pipi dans la douche et en achetant local, ça ne suffit pas. Donc il faut clairement passer la surmultiplier. Et sur les questions sécuritaires, le problème auquel on est confronté, comme on l'évoquait avant, c'est que aujourd'hui, l'opinion publique a été façonnée, alors sans être trop facilement bourdieusien, c'est aussi une fabrique de ce sentiment d'insécurité. Il y a eu des travaux de sociologues de la police, par exemple, qui sont assez intéressants là-dessus. On a fabriqué ce sentiment d'insécurité, on le fabrique depuis des années. Ça a fonctionné, ça fonctionne. Aujourd'hui, vous faites des sondages sur la vidéosurveillance, sur des mesures privatives de liberté. Aujourd'hui, il y a plein de gens en France qui pensent même qu'Emmanuel Macron, non seulement ils sont d'accord avec lui, mais ils pensent même qu'il ne va pas assez loin, qu'il faudrait imposer des mesures encore plus fortes aux personnes qui refusent, par exemple, de se faire vacciner ou ce genre de choses. Et je crois que ça tient au fait. J'entendais monsieur au fond qui parlait des voisins vigilants. Aujourd'hui, on est dans cette société de la vigilance. C'est la chercheuse Vanessa Kodachoni, notamment, qui a beaucoup écrit là-dessus et qui travaille là-dessus, sur la question de la société de vigilance, où on est tous un petit peu des auxiliaires de police chargés d'évaluer le mode de vie des uns des autres, ce qui garantit une forme d'homogénéité sociale où il n'y a rien qui dépasse. Et aujourd'hui, on ne fabrique pas du collectif avec ça, on fabrique du flicage les uns les autres, on fabrique de la suspicion, évidemment, ce qui est un moteur, évidemment, de ces discours sécuritaires. Et donc je pense qu'il faut d'abord réussir à détricoter cette société de vigilance pour réussir à rééquilibrer un peu, ou à offrir un contre-discours à ce discours sécuritaire. Alors ça passe évidemment par tout un tas d'actions, que ce soit des actions à l'échelle locale, que ce soit des actions devant les tribunaux. On voit qu'il y a un certain nombre de collectifs qui mènent une forme de guérilla juridique qui offrent quand même un certain nombre de résultats, qui doivent venir ensuite en appui d'actions de terrain, etc. Mais il faut refabriquer ce tissu-là, ce collectif, pour réussir à s'opposer à cette anesthésie générale qui prolifère beaucoup, pour toutes les raisons qu'on a évoquées depuis tout à l'heure, mais qui est quand même quelque chose d'assez artificiellement fabriqué. Et je crois qu'en rehaussant ce que disait Madame sur le fait qu'on pouvait faire la révolution sans avoir de connaissances particulières, et c'est tout à fait vrai, mais je pense qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, on a quand même besoin d'armes intellectuels et d'arguments à opposer justement à tous ces gens qui nous disent que voilà, on améliorera la société avec davantage de sécurité. Merci beaucoup Olivier, merci Tesquet, Serge Clamart. J'espère que vous avez pris des ressources cet après-midi. Et on vous donne rendez-vous, en tout cas David Dufresne vous donne rendez-vous à 21h pour la diffusion il vous donne rendez-vous pour un pays qui se tient sage. Je sais que c'est un sujet que certains d'entre vous avaient envie de développer aussi ici, sur les violences policières, et donc on va y revenir avec un débat après le film qui sera conséquent aussi avec la Ligue des droits de l'homme. Merci. Et moi je donne rendez-vous samedi matin à 10h à l'Égliotte. Pour ceux qui ne croient pas au Conseil constitutionnel là, et le Conseil d'État qui va nous sauver, et s'il y a qui veulent faire une masse critique, c'est dans la rue. Et je rappelle qu'au Chili, il y a 2 millions dans la rue sur 14 millions. Donc en France, ça ferait 10 millions. Voilà. Alors sortez, allez dans la rue, et c'est ça. Et eux, ils imposent, c'est la rue qui impose. C'est pas le Conseil constitutionnel qui va nous faire une nouvelle constitution, mais c'est la rue. Et par rapport à la violence, la plus grande violence, c'est pas les gens dans la rue, c'est l'État du capitalisme qui tue les gens tous les jours, c'est les Macron, et c'est ces gens-là qui tuent. Hein, c'est pas les gens de la rue. Ok. On vous donne rendez-vous demain à 14h, à 13h40
11h45 devant la mairie de Foix. On a pris rendez-vous avec le maire, donc il y aura une délégation qui sera reçue. Et je rappelle que samedi matin à 10h, il y aura une manif à Foix, donc venez nombreux. Alors à tout à l'heure, 10h30, donc on est au foot. Je ne sais pas si vous m'entendez là, en fait. Merci Oriane pour la modération. Donc à tout à l'heure, 10h30, 22h30, avec Pierre Bernat. Pierre Bernat qui est aussi un habitué de poste, parce qu'il est souvent dans le chat, qui sera avec moi à mes côtés. Lui au nom de l'Observatoire toulousain des pratiques policières. On a lancé un débat à 22h30 qui sera retransmis sur Twitch. Et on fait ce qu'on peut pour le micro. J'espère que ça a marché. Voilà, on espère qu'il n'y a pas trop de crépitement et que tout va bien. Voilà, merci, bon appétit à tous. Et à tout à l'heure. N'oubliez pas de suivre la chaîne si vous voulez recevoir les notifications. Et je vous dis à tout à l'heure, 22h30. Ce n'était pas que de la rhétorique. Voilà.